le monde, bienvenue dans cette vidéo de conclusion de la série Initiation à la programmation web. Donc, pour ceux qui avaient suivi les vidéos précédentes, voici ce que nous avions réalisé. Maintenant, dans cette vidéo, on va finaliser le tout en ajoutant des animations et des encres pour aller chercher les différentes sections de notre page web. On va ajouter un petit over ici avec des icônes. Également ici remplacé par des icônes. Et faire des liens vers nos réseaux sociaux ici. Et pour terminer, on va voir comment rendre notre page web responsive pour un écran de cellulaire. On ne verra pas toutes les différentes screen sizes de tous les supports mobiles différents. Il y en existe vraiment beaucoup, mais en envoyant un, ça va être possible de réappliquer par la suite et avec l'outil que je vais vous montrer, vous allez pouvoir voir les différentes screen sizes possibles. Donc, pour débuter, on va créer les liens qui vont amener aux différentes sections de notre page web. On va donc réouvrir notre projet dans Sublime Text. Et ici, on avait créé des liens comme ça. Le A, le tag HTML A, comme ça, c'est un lien. Oups. Comme ça. Et donc, le href, comme ici, c'est la cible du lien, où que le lien va amener. Là, si on aurait fait un site web avec plusieurs pages, on aurait écrit, par exemple, ici, index.html. Ici, on aurait écrit service.html. Et là, on aurait créé des nouveaux documents sur le côté qui portent le bon nom. Et là, en cliquant sur le lien, on aurait été sur la page. Donc, un exemple ici comme ça. Si je rafraîchis ma page et que je vais cliquer sur service, on va vers service.html. Mais là, le fichier est introuvable parce qu'on ne l'a pas créé. Là, nous, ce qu'on veut, c'est de changer d'endroit à la page. On veut que quand on clique sur service, on va descendre ici. Si on clique sur qui suis-je, on va descendre à propos. Et si on clique sur contact, on va descendre à coordonnées en bas. Donc, pour faire ça, on doit lier ici nos href au ID de nos sections. Donc, comme par exemple ici, en haut, là, on pourrait dire ID header comme ça ici, pour les ramener en haut complètement, vu que le ID le plus haut, c'est le header. Ensuite, ID service. Ensuite, on a ID about pour la section à propos, qui suis-je? About, comme ça. Et ensuite, la dernière section, c'est contact. Donc, comme ça, contact. Et on va faire un petit rafraîchissement de page. On va cliquer sur service et nous voilà à service. Qui suis-je comme ça? Et contact comme ça. Donc, là, ce qui serait intéressant, c'est de faire une petite animation en jQuery pour faire un petit scroll et non simplement cliquer et arriver à la section. On va voir la barre ici descendre et arriver à la bonne section. Ça, c'est fait en JavaScript et avec la librairie jQuery qu'on a installée ici, jQuery. Donc, ce qu'on va faire en bas complètement du document, avant la fermeture de body, on va se créer un nouveau tag de script qui est de texte JavaScript. Et à l'intérieur, on va créer notre petite fonction pour que quand on clique sur un lien, on va se rendre aux bonnes sections. Donc, là, le JavaScript, c'est vraiment, ça c'est un langage de programmation. Ça c'est vraiment une instruction qu'on va dire au navigateur, vu que c'est un langage côté client, que quand on va cliquer sur le bouton de notre lien, on veut faire cette animation-là pour se rendre à la section de la cible du lien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit ici document.onClick. Donc, sur le document, quand on clique sur header, ULLIA, donc quand on clique sur le ULLIA, on va faire une fonction. Ici, on va mettre un petit E, comme ça. Et ensuite, donc, vous voyez ici, ça s'ouvre, ça se ferme ici. Et ici, là, c'est les paramètres de notre fonction qui va être en ces accolades-là, qui se fait avec la touche Alt-Car 7 et 8.
Donc ensuite, le E ici, c'est pour dire que c'est cet élément-là qu'on renvoie dans notre fonction. On aurait pu mettre autre chose qu'un E, là. Mais c'est comme une norme de faire ça. On voit ça un peu partout. Donc, E.PreventDefault. Ça veut dire qu'on dit que la fonction, avant d'exécuter la fonction, on dit de ne pas exécuter la fonction par défaut de ce lien-là. Donc, si on fait simplement ça, un petit rafraîchissement de page, et qu'on fait ça, là, il ne se passe plus rien. Bon, ensuite, on va créer une variable qu'on verra dans d'autres cours plus en détail. C'est simplement faites les actions que je fais pour l'instant. Donc, une variable, et on va l'appeler cible, va être égale à this. Ça veut dire this, ça veut dire c'est ça ici. La variable va être égale à ça. Point attr, ça veut dire attribut href. Et ensuite, on pourrait faire un petit alert cible pour voir si vraiment on était recherché l'élément qu'on voulait. Donc, je fais un rafraîchissement et ici, je clique et voilà. Donc, on va vraiment chercher l'attribut href de notre tag HTML. Du tag HTML A, en fait, de header ULLIA. Donc, maintenant, on va créer la petite animation qui va faire en sorte que quand on va cliquer sur le lien, ça va faire un scroll jusqu'à la section qu'on veut. Donc, on va commencer par ajouter à notre HTML et body la fonction de jQuery qui est animate, comme ça. Et ici, on va mettre ça ici. Donc, ensuite, on va faire un scroll top et on va aller à notre élément cible, point offset, point top, comme ça. On va faire un petit rafraîchissement de page. Et voilà. Donc, on fait un scroll jusqu'aux sections. Vous voyez, là, c'est vraiment plus agréable de naviguer. On aurait pu également faire en sorte que quand on descend, le menu va venir se coller en haut pour qu'il reste toujours là. Et dépendamment d'où qu'on est, ajouter une classe comme ça là, pour que ce soit active. Ensuite, on va ajouter des icônes sur notre page web. Et on ne fera pas ça avec des images, on va faire ça avec une police de caractères. En fait, une police de caractères, c'est comme ça ici, la font qu'on a été chercher sur Google. Et nous, on va aller chercher Font Awesome. Font Awesome, c'est vraiment beaucoup d'icônes qu'on peut utiliser. C'est gratuit. Et voilà toutes les icônes qu'on peut utiliser. Et étant donné que c'est une police de caractères, c'est extrêmement léger et on peut changer les grosseurs, on peut changer les couleurs, on peut les ajouter dans notre CSS, on peut les inclure directement dans HTML. C'est vraiment intéressant. Donc, on va aller ici sur Home, on va faire Download. Just download Font Awesome 4. Comme ça. On va réduire notre fenêtre. On va ouvrir le dossier de notre projet. Et on va glisser Font Awesome à l'intérieur. Comme ça. On va ouvrir ici. On va extraire tout. Extraire. Comme ça. On peut supprimer le fichier zippé. On va aller ici. Et on va prendre ces deux-là. On va faire un coupé. On va revenir à notre dossier en première page web et on va faire un coller. Là, les fichiers viennent d'être fusionnés. On a ici FontAwesome, fontawesome.min.css. Comme pour Bootstrap, on va utiliser le fontawesome.min.css. fontawesome.min.css. Et on n'a rien de plus à faire pour commencer à utiliser les icônes. Donc, par exemple, ici dans Conception, on pourrait faire un i pour une icône, comme ça, classe, et fermeture de notre i. Pour les Font Awesome, il faut toujours aller chercher premièrement la classe FA, et ensuite FA-le nom de l'icône qu'on veut aller chercher. Par exemple, on va dans icône,
Et là, on voudrait une icône pour de la conception ou peu importe ce que vous avez choisi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre par exemple là, Picture O. Picture O. On enregistre. On va sur notre page web. On rafraîchit. Et là, c'est voilà. Pourquoi? Simplement parce que j'ai mal nommé le fichier. Donc, c'est font-awesome.min.css. Donc, si on rafraîchit la page, et voilà, on a notre icône. Donc, on va ouvrir notre style.css. On va aller chercher l'icône. Donc, dans service.panel.fa. Là, on aurait pu choisir ici cette classe-là, FA Picture O, mais les icônes qu'on va mettre ici vont être différentes. Mais, par contre, ils vont avoir la classe FA, toutes les icônes. Fait qu'on va prendre la classe FA, ou on aurait pu encore prendre le I, mais on va prendre la classe FA. Donc, .FA. Et là, on va faire un font size de 46 pixels et une marge en dessous de 15 pixels comme ça. Et voilà, un icône comme ça. Ensuite, par exemple, il faudrait que je mette pas mal n'importe quoi. Là. Je ne passerai pas 30 minutes à chercher des icônes. Mais vous allez comprendre le principe assez facilement. Là. Dans le logo, on pourrait mettre... par exemple, un logo de Amazon. Comme je disais, là, il y a vraiment beaucoup de choix. FA Amazon. Et ici, on pourrait mettre un petit check, un petit crochet FA check, comme ça. Et voilà, on a des icônes. Donc, précédemment, je parlais de faire un hover sur ces éléments-là pour mettre un petit peu d'interaction. Donc, ce qu'on va faire, on va copier la classe pour notre panel et on va faire deux points over. Ça veut dire qu'on ajoute l'attribut que quand on fait un over avec notre souris, on va lui donner un certain style. Comme qu'on a fait ici. Donc, on va lui donner un background color. Oups. Background color avec notre vert foncé. Faire un rafraîchissement et voilà comme ça. Là, on voudrait que le texte à l'intérieur devienne blanc pour que ça ressorte plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que quand on fait un over sur le panel, nos P vont devenir en blanc. Et ici aussi, notre texte en blanc comme ça. On va faire un petit refresh. Et voilà. Là, ça serait intéressant de voir notre ligne aussi en blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est notre over.line background color FFF. Comme ça. On rafraîchit. Et voilà. Donc, on a une petite animation sur nos services. On va ensuite descendre ici dans coordonnées et remplacer les icônes, les textes par des icônes. Donc, on va descendre notre liste ici. Faire i class fa phone comme ça. I class fa enveloppe O comme ça. Et voilà. Et ensuite, ici, on va mettre un petit map marker. Comme ça. Et voilà. Et voilà. Donc, ça fait déjà plus beau.
Maintenant, ce qu'on pourrait faire, là, on remarque un petit décalage. À cause que, par exemple, l'enveloppe est beaucoup plus large que le map marker. Ce qu'on pourrait faire, c'est ici, on pourrait dire que les icônes I dans notre liste, dans notre section contact, vont avoir une largeur de 25 pixels. Et voilà. Donc là, toutes les boîtes de les icônes font 25 pixels. Et même, on aurait pu les centrer text align center comme ça. Là, c'est vraiment une question de goût. Il y en a qui vont préférer les coller pour qu'ils soient tous alignés à droite, d'autres centrés. Ensuite, avec Font Awesome, on peut également créer des liens vers nos réseaux sociaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une nouvelle liste et je vais lui donner la classe sociale. Comme ça, je vais créer des LI, les éléments de ma liste, et des liens. Comme ça, on va faire ça comme ça. Ici, je vais ajouter un target cible blank. Ça veut dire que quand on va cliquer sur le lien, on va ouvrir une nouvelle page dans le navigateur. Parce que si les gens sont sur notre site web, on ne veut pas nécessairement qu'ils quittent notre site web en allant vers un nouveau lien. Donc, ça va ouvrir une nouvelle page et notre site va être toujours en arrière. Ici, dans le href, on va indiquer l'adresse de Facebook, comme ça. Et ici, on pourrait spécifier l'URL de notre page Facebook. Donc, ici, on va mettre un i, classe, FA, Facebook, comme ça. Et on va fermer notre i. Donc, ensuite, on pourrait mettre, par exemple, Twitter et YouTube. Donc, twitter.com et youtube.com. Twitter, YouTube. Comme ça. Rafraîchir. Et voilà, on a nos liens. Ici, ils sont bleus parce que c'est la couleur des liens par défaut. Nous, on va pouvoir les changer. Donc, ce qu'on va faire, on veut créer des beaux boutons. On va retourner dans notre CSS, contact, ul.social, donc le ul qui a la classe sociale. On va faire list style type. Non, pas besoin parce qu'on l'a déjà dit ici. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va lui dire qu'on ne veut pas de padding left à 0 pixel. Ensuite, on va recopier cette classe-là. On va dire li. On veut qu'il soit en float left. C'est-à-dire qu'on veut qu'il flotte. Regardez le résultat. Et voilà, comme ça. Ensuite, LIA. Par exemple, on pourrait faire un petit padding de 10 pixels. Border 1 pixel solide 3 comme ça. Et voilà, des beaux boutons. Pas super non plus. Par exemple, ici, on pourrait faire une marge en haut pour que ce soit moins collé. Margin top de 25 pixels comme ça. Là, je vais faire d'autres choses. On va enlever le padding dans le A et on va le mettre dans le I. Point social. LIAI. Et on va le mettre en display block parce que, comme ça, non, ça va pas fonctionner. Bon, je vous explique pourquoi que je veux faire ça. C'est parce que je veux pouvoir aller chercher les classes ici pour le FA Facebook, FA Twitter et FA YouTube pour aller leur donner des couleurs différentes. Donc, comme ça, et voilà. Là, il va falloir spécifier une largeur. Width, par exemple, 50 pixels. 8, 40 pixels. On va faire les boutons un peu rectangulaires. Comme ça. Et on va mettre... on aurait pu mettre un margin right vers la droite de 10 pixels. Comme ça. Et voilà, donc on a nos boutons. Donc, ce que je disais,
ça, i.fa Facebook. On veut un background color. Là, on doit aller chercher le code couleur de Facebook. Donc, on va aller sur Google et Social Network Color Code. Ils doivent sûrement me donner ça quelque part. Et oui. Donc, pour Facebook, on a le code hexadécimal comme ça. Et là, j'ai oublié, on va dire que toutes mes icônes vont être en blanc comme ça. Donc, si je fais un rafraîchissement, et voilà, on a notre bouton Facebook ici. Ensuite, on va aller chercher, on va faire tout de suite Twitter et YouTube. Donc, background color de Twitter. Background color comme ça. Et YouTube. Et voilà, on a des boutons vers nos réseaux sociaux. Là, ici, on voit qu'il y a une petite ligne qui apparaît. C'est par défaut le style Bootstrap des liens ajoute une ligne. Donc, ce que nous, on va faire, c'est un text decoration none. Pour dire qu'on n'en veut pas. Comme ça. Et là, on aurait même pu rajouter un over avec les couleurs comme ça, par exemple. Là. On va en faire juste un. Background, color, ça. Ça. 2 points, over. Oups. Comme ça. Et là, si on fait un over, vous voyez, on devient avec un rouge plus pâle. Donc, et voilà, on a réalisé notre première page web. On aurait pu aussi diminuer la hauteur de tout ça. Par exemple, à 350 de hauteur. Et voilà. Donc, ça fait beaucoup plus de sens. Ensuite, pour la version mobile de notre site web, autrefois, on allait créer, par exemple, un sous-domaine m.notsiteweb.com ou mobile.notsiteweb.com et faire une redirection vers notre version mobile en fonction si on était un cellulaire ou une tablette, etc. Maintenant, c'est le responsive design, c'est la réadaptation de l'écran en fonction de la dimension de l'écran. Et comment qu'on fait ça? Par exemple, je vais vous montrer un outil avec Google Chrome. On fait un clic droit, inspecter. Et ici, on a un petit icône avec un téléphone et une tablette. On clique dessus. Et là, on a différentes screen sizes qu'on peut vérifier comme ça. Ça, ce serait un laptop. Comme ça. Et ici, on a déjà des choix. Par exemple, iPhone 5, iPhone 6, iPad, iPad Pro. Ça, c'est vraiment un travail long et dépendamment de comment le graphiste a conçu le template. Là, si c'est pas vous qui concevez le template au complet, ça peut être quand même une tâche longue à effectuer. Donc, par exemple, on va prendre le 375. On va devoir créer une condition pour dire que tout ce qui est plus petit que notre 375, et en fait, tout ce qui est plus petit est égal à notre 375, on va préférer un certain style plutôt que notre style par défaut. Donc, ce qu'on va faire ici, en bas complètement de notre document, on va faire un média comme ça, screen and max width 376 pixels, comme ça. Donc, tout ce qui va être plus petit que 376 pixels, dont 375 pixels, on va préférer les classes ici. Ce que je vais faire, moi, c'est que, vous avez remarqué ici le MA, là, en réalité, c'est
ma première page web là, qui est vraiment trop bas et vraiment trop gros. Donc, on va faire header.contenu. On reprend notre classe par défaut et on va y mettre un font size à 12 pixels comme ça. On va faire un rafraîchissement et voilà, vous voyez, il est rendu beaucoup plus petit. Header.contenu span avec un font size à 10 pixels. Là, ce que je vous montre, c'est pas optimal en fait niveau design. Vous allez pouvoir travailler vous-même les choses avec ce que je vous ai appris. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un top à 60 pixels, puisqu'on ne veut plus qu'il soit à 150 pixels de haut. Comme ça. Même 70 pixels. Comme ça. Ici, on aurait pu dire que about notre H2, on veut un espace en haut. About H2, margin top de 25 pixels, comme ça. Et voilà. Et en haut du iframe, dans notre section contact, iframe, on veut une marge top de 25 pixels aussi, pour laisser respirer le tout, comme ça. Et voilà, on aurait pu diminuer le font size de nos coordonnées. On aurait pu... bref, avec une fonction plus avancée de Bootstrap, on aurait pu mettre notre image en bas plutôt qu'en haut, avec le push et le pull. Donc là, maintenant, on va mettre aussi un background à l'arrière de notre menu. Donc, comment faire ça? On pourrait inspecter ici. Inspecter notre navigation. Là, on a le container. On va aller chercher vraiment cette section-là. Donc, navbar collapse. Ici, point navbar collapse avec un background color en blanc. Comme ça. Et voilà. Là, par contre, on va faire un navbar default avec un z-index de 9999. Ça veut dire qu'il va être plus haut que le titre ici. Et voilà comme ça. Là, nos liens ne paraissent pas beaucoup. Donc, on pourrait faire un navbar default ULLIA color en noir comme ça. Et non. Pourquoi? À cause de ça ici. Il faut que j'aille chercher exactement la même classe. Comme ça. Rafraîchir. Et voilà, on n'aurait pas enlevé le shadow. Ici, il paraît vraiment pas beaucoup. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est header navbar default. Oups, comme ça. Et trouver les éléments qui composent le menu hamburger. Donc là, on voit ici, on en a 3. C'est les icon bar. Comme ça. Là, on voit ici, on a déjà la classe. On pourrait la copier comme ça ici. Et la mettre ici. Comme ça. Et mettre un background color. C'est-tu un background color? C'est une color. C'est ça, background color, parce que c'est pas une icône. Background color. FFF. Comme ça. On rafraîchit la page. Et voilà, notre menu paraît déjà plus. On peut cliquer dessus et faire apparaître notre menu. Et là, on va cliquer et aller aux bonnes sections. Donc, si on revient ici, notre style initial est encore là. Donc, maintenant qu'on a créé notre première page web, elle est fonctionnelle, on aimerait ça la mettre en ligne pour que tout le monde puisse la voir. Ce que ça va vous prendre ici, et les étapes que je ne ferai malheureusement pas avec vous dans cette vidéo, c'est que ça va vous prendre un nom de domaine et un hébergement web. Donc, vous allez sur Google, vous tapez hébergement web ou hébergeur web, ou sinon vous connaissez probablement déjà des fournisseurs si vous êtes un peu dans le domaine du web. Sinon, c'est vraiment d'aller sur Internet et de trouver un fournisseur.
Moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre un fournisseur qui est dans le même pays que vous. Comme par exemple, ici au Québec, on en a. On a par exemple RapidNet ou Québec Web et autres. Vous allez sur leur site web, vous choisissez un forfait d'hébergement. Normalement, là, le plus petit forfait va tourner dans les alentours de 50 $ par année, 50-60 $ par année. Certains vont donner un nom de domaine aussi. Sinon, le nom de domaine, ça va jouer peut-être dans les alentours de 15 $. Donc, pour un 65 à 75 $ par année, vous pouvez avoir un hébergement. Ce qu'on a fait ici, là, c'est vraiment léger. Donc, le plus petit forfait d'hébergement va convenir à beaucoup de sites Internet, à moins vraiment là, que vous voulez aller faire vraiment un gros site web et héberger beaucoup d'images. Sauf que, même à ça, vous pouvez commencer avec le plus petit et les fournisseurs d'hébergement vont pouvoir upgrader votre forfait pour vous. Donc, c'est vraiment simple. Vous allez sur un des sites des hébergeurs, vous commandez directement en ligne et après votre paiement, vous allez recevoir un courriel et dans ce courriel, vous allez avoir des informations de connexion au serveur FTP. Le serveur FTP, en fait, signifie File Transfer Protocol. C'est une façon de prendre les fichiers sur votre ordinateur et d'aller les déposer sur l'ordinateur de l'hébergeur. En fait, sur le serveur de l'hébergeur, que lui, ce serveur-là, est configuré. En fait, c'est comme un ordinateur, sauf qu'il est configuré d'une certaine façon pour être accessible par Internet avec des adresses IP associées à des noms de domaine. Comme ça, quand on va taper une adresse ici dans la barre, les serveurs DNS vont aller demander, bon, ben, ça appartient à quelle adresse IP. Ensuite, quelle adresse IP est sur quel serveur. Et rendu sur le serveur, on va demander le nom de domaine et où. Et là, aller chercher les bons fichiers. Donc, pour faire ça, un coup que vous avez reçu de l'hébergeur web les informations pour la connexion FTP, allez chercher sur Google FileZilla. C'est un logiciel gratuit, FTP, et on va download FileZilla Client. Et vous allez avoir dans votre ordinateur un logiciel comme ça. Ici, ou encore dans le gestionnaire de site si vous voulez l'enregistrer, c'est ici que vous allez marquer les informations que l'hébergeur va vous envoyer. Ici, le nom de hôte, ça risque d'être soit ftp.votrenomdedomaine.com ou .ca ou .fr et ou l'adresse IP du serveur. Ensuite, l'identifiant et le mot de passe qui vont être dans le courriel. Et normalement, vous n'avez pas besoin de spécifier le port qui, par défaut, est 21. Ensuite, vous faites connexion rapide. Ici, vous allez trouver le dossier public HTML et prendre vos fichiers et les déposer dans le dossier public HTML sur le serveur que vous allez avoir acheté ou loué. Et si vous éprouvez des problèmes, eh bien, l'hébergeur est censé vous offrir une assistance, mais c'est vraiment très simple. On se connecte, on va chercher le dossier public HTML ici, on va sur notre ordinateur ici, chercher nos fichiers et on fait seulement les sélectionner comme ça et les déposer de l'autre côté sur le serveur. Vous allez voir ici, va apparaître la file de traitement et tous les fichiers vont s'en aller sur le serveur. Ensuite, votre site web va être accessible sur Internet comme ça ici, avec une adresse web. Donc, c'est ainsi que se termine la série Défi Initiation à la programmation web. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre certaines choses. Je vous invite également à vous rendre sur ericsaintamant.com et de me suivre sur Facebook et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir accès à d'autres contenus de formation.